Aujourd'hui, pour cet autre programme double sur Cinemaximus, nous avons deux bien meilleurs films que la dernière fois. Aujourd'hui, on parle de Bob Marley One Love et d'une deuxième partie. Bienvenue à Cinemaximus au cinéma. Let's go! Bob Marley One Love se trouve être le film biographique sur la vie et carrière du chanteur reggae Bob Marley dans ce film joué par Kingsley Ben-Adir. Le film focus en majorité sur la vie du chanteur et artiste de 1976 à 1978, où après une tentative d'assassinat ratée sur lui et son épouse Rita, il décide avec son groupe de musiciens, les Wailers, de s'isoler à Londres afin de travailler en paix sur leur prochain album Exodus, avec qui il souhaite ramener la paix par la musique à la Jamaïque, son pays d'origine, qui était à l'époque subjugué par des violences de gangs de rue. Le film est aussi accompagné une fois de temps en temps de séquences de flashbacks où on en apprend un peu plus sur la jeunesse de Bob Marley, comment il est devenu musicien, sa rencontre avec son épouse Rita, l'absence de son père étant plus jeune, ainsi que comment il est devenu membre du groupe spirituel Rastafari. Bien entendu, on ne peut pas parler d'un film biographique sur Bob Marley sans mentionner les autres biographies musicales de ces dernières années, notamment Rocketman sur Elton John, Bohemian Rhapsody sur Queen et plus spécifiquement Freddie Mercury, et bien sûr Elvis sur Elvis Presley. Comment Bob Marley One Love se compare-t-il à ses autres films? Bien qu'ils soient dans le même genre, je serais prêt à dire que Bob Marley est une expérience complètement différente des précédents films que j'ai mentionnés. C'est pas une comédie musicale flamboyante comme Rocketman, c'est pas une tragédie comme Elvis, c'est pas non plus un drame parsemé de comédie comme Bohemian Rhapsody. Ce film-là, la meilleure moyen que je pourrais le décrire, je ne sais pas si ça va avoir du sens. Le film, bien qu'il était parsemé de moments très sérieux et de moments quand même sombres, le film avait une attitude relaxe et détendue, à l'image de Bob Marley en fait. Je crois que Kingsley Ben-Adir a fait une super bonne performance dans le rôle de Bob Marley. Lui et LaShawn Lynch, qui joue son épouse Rita Marley, ils transportent le film sur les épaules à eux tout seuls, certes, mais il y a un truc qui m'a dérangé avec la performance de Kingsley Ben-Adir. Il chante comme Bob Marley, il a la gestuelle de Bob Marley. J'avais l'impression d'avoir Bob Marley devant moi à l'écran, mais quand ils ont montré les vraies vidéos de Bob Marley à la fin du film, inquiétez-vous pas, c'est pas un gros spoiler, c'est comme Bohemian Rhapsody en fait, où on montre des vidéos du vrai artiste en fait. J'avais pas l'impression qu'il ressemblait à Bob Marley. C'est pas parce que t'as un acteur noir avec une petite moustache puis des dreads qui va ressembler à Bob Marley. C'était peut-être une question de budget, mais à une époque où on a non seulement des acteurs qui sont parfaits pour les rôles, mais qui ressemblent aussi à l'artiste qu'ils représentent, j'aurais aimé un peu que Kingsley Ben-Adir ressemble un peu plus à Bob Marley. Vraiment, cette critique de ma part va être plus courte que la moyenne d'après moi parce que honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur Bob Marley One Love. Le film était bon, j'ai aimé ça. La manière que l'histoire était racontée avec les flashbacks un peu dans le désordre, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Les personnages secondaires avaient tous leur charme et leurs défauts, c'était quand même plaisant à voir. Les performances étaient solides. La musique de Bob Marley, que ce soit utilisé dans le background ou quand Kingsley Ben-Adir chante dans le rôle de Bob Marley, c'était vraiment entraînant, c'était trop cool. Même pour une musique que je connaissais pas tant que ça. Vous me l'aviez demandé avant de voir le film, j'aurais peut-être été capable de nommer 2 tunes de Bob Marley. Fait que je connaissais pas grand chose de ce gars-là avant de voir le film. Mais c'est quand même bon signe quand j'écoute une biographie puis que j'ai l'impression d'en connaître beaucoup plus sur le parcours et la vie personnelle d'un artiste respecté après avoir vu le film sur cette personne-là en tant que telle. Il y a même des moments qui m'ont quand même fait rire. Son impresario, son manager, Chris, je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'acteur, mais à un moment donné, Bob Marley lui dit écoute, avec mon nouvel album, je veux faire une tournée en Afrique. Tu sais, après l'Europe, après l'Amérique, après la Jamaïque, puis son manager, il est genre ouais, mais il y a comme pas d'infrastructure. Puis Bob Marley la regarde, probablement gelé, puis il dit ben, on va construire l'infrastructure. J'ai trouvé ça quand même comique. Il y a un aspect du film, par contre, que j'aurais aimé qu'il soit exploré un peu plus, où après la tentative de meurtre contre lui et son épouse Rita, Bob Marley, de temps en temps, se met à avoir des flashbacks, parfois en plein concert,
ou encore une espèce de vision de son tireur parmi le public. Il est pas là pour de vrai, mais il a l'impression de le voir. Puis j'étais comme, est-ce que Bob Marley souffrait d'un choc post-traumatique? Ce serait quand même intéressant à explorer. Mais non, c'est quand même, comme ils disent en anglais, un peu surface level. C'est genre un élément intéressant, mais qui est comme pas super exploré. Au final, Bob Marley One Love, c'était très bon. Il y a des choses qui, selon moi, auraient pu être mieux. Mais c'était quand même une expérience que j'ai beaucoup appréciée au cinéma. J'écoutais le film et je me disais, Is this love that I'm feeling? Eh bien oui, j'ai aimé Bob Marley One Love. Je lui donne donc la note de 7 sur 10. Maintenant, ma critique de Dune, deuxième partie. Dune, deuxième partie, se trouve être la suite à l'excellent Dune de 2021, tous deux réalisés par le Québécois Denis Villeneuve. Wouhou! Ce film met en vedette notamment Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler ainsi que Javier Bardem et Florence Pugh, et une brochette de nombreux autres acteurs extrêmement talentueux de partout à travers le monde, certains dont je ne veux juste pas spoiler la présence dans le film parce que il y a quand même certaines apparitions que j'étais genre wow, ça c'est cool. Alors l'histoire de Dune 2 débute en plein où Dune 1 a pris fin en fait. Donc après le massacre de la famille Atréide par la ville-maison Harkonnen, les seuls survivants de la famille Atréide, Paul, joué par Timothée Chalamet, et sa mère Jessica, jouée par Rebecca Ferguson, sont acceptés par le peuple Fremen, ceux qui vivent en permanence sur la planète Arrakis, que les Harkonnen convoitent tant pour bâtir leur richesse avec la substance la plus précieuse de la galaxie, l'épice, qui sert de carburant à leurs vaisseaux spatiaux ainsi que ceux de partout dans cette espèce de futur capoté réel. Donc le gros du film, c'est en quelque sorte Paul et Jessica qui doivent faire leurs preuves parmi le peuple Fremen. Certains d'entre eux, comme Zendaya, n'appréciant pas vraiment la présence d'étrangers, alors que d'autres, comme Stilgar, croient en fait que le jeune Paul Atréide, qu'ils viennent d'accepter dans leur groupe, se trouve être une espèce de messie qui va les conduire à la libération de leur planète et au retour d'un paysage absolument paradisiaque sur Arrakis, qui est en fait une planète que c'est juste un gros désert. C'est la manière la plus simple que je peux résumer l'histoire de Dune 2, parce que franchement, Dune, c'est un univers assez pété et compliqué. Au point où j'ai vu plusieurs personnes dire « le monde est capoté » et est personnellement plus mémorable que les personnages en tant que tels, je suis heureux de dire que bien que j'ai beaucoup aimé Dune 1, Dune deuxième partie est encore meilleur que le premier. C'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues récemment au cinéma. Le jeu d'acteur est sa coche. Le chapeau au casting. Sérieux, les gens qui ont engagé ces acteurs pour ces rôles-là ont fait un job parfait. Les effets spéciaux, certains des meilleurs que j'ai jamais vus. Les visuels qu'ils font dans ce film-là, c'est du jamais vu, c'est capoté raide. Aussi, l'histoire en tant que telle, bien qu'elle était assez complexe elle aussi, avec plusieurs revirements de situation ici-là, je l'ai trouvé plus facile à comprendre que Dune 1. Dune 1 qui devait quand même établir toutes les relations entre les personnages. Qui fait partie de quelle famille, qui est ennemi de qui. Et on obtient même des réponses même sur certains des événements du premier film, notamment l'énigmatique empereur qui est derrière toutes les conspirations dans ce film joué par Christopher Walken, que j'étais très heureux de revoir dans un nouveau film. Je pensais qu'il avait pris sa retraite, mais non. Il est toujours là en train de faire de l'acting, puis il fait du très bon travail. Vraiment, chapeau à Timothée Chalamet, qui est vraiment élève son jeu d'acteur à un prochain niveau avec cette performance dans le rôle de Paul. Sérieux, il est attachant, il est humble, mais il est aussi vraiment cool et parfois même vraiment intimidant. Pas juste pour moi, mais pour certains des autres personnages. Surprenant, n'est-ce pas, en regardant Timothée Chalamet, on ne s'attend pas à être intimidé. Mais aussi, Zendaya joue un bien plus grand rôle dans celui-là que dans le premier film. Dans le premier film, c'était pratiquement un caméo pour bâtir son rôle plus grand dans le deuxième film. Les deux créent un lien, certes, mais qui va être mis à rude épreuve à plusieurs occasions dans le film. Honnêtement, ma séquence préférée de tout le film est celle où on introduit le nouveau méchant de la famille Harkonnen. Malheureusement, Rabban, joué par Dave Bautista, a un rôle très diminué dans le film. Et comme d'habitude, avec les films de Dune, on voit le baron Harkonnen, joué par Stellan Skarsgård, quand même rarement.
mais on a une séquence. C'est pas un gros spoiler, ça arrive genre un peu avant la moitié du film. On a une séquence pour introduire le nouveau méchant de l'histoire, le neveu du baron, Feyd-Rautha, joué par Austin Butler dans un rôle absolument méconnaissable. Ce gars-là a joué Elvis il y a 2 ans. Si je l'avais pas dit, vous l'auriez jamais deviné. Mais c'est genre, on voit la planète mère des Harkonnen avec le soleil noir et genre tout qui est en noir et blanc, sauf ce qui est à l'ombre qui reste en couleur. C'est tellement beau visuellement, j'en étais bouche bée. C'était genre wow! Il y a tellement de séquences dans le film qui m'ont tenu au bout de mon où je me tenais au bout de mon siège tellement j'étais captivé. La première fois où Paul essaie de s'agripper à un ver géant du désert, ou encore les scènes charmantes avec le personnage de Stilgar joué par Javier Bardem qui croit par-dessus tout que Paul est cette espèce de messie qui, dans certaines scènes, sert un peu de ce qu'on appelle en anglais du comic relief, pour détendre l'atmosphère avec des blagues, mais c'est quand même bien fait ici. Et pour un réalisateur comme Denis Villeneuve qui a dit récemment que le dialogue c'est pas ce qui l'intéresse plus dans le film, il y a beaucoup de répliques dans le film du côté des personnages qui m'ont laissé bouche bée, genre oh my god. Ces personnages-là, je me suis beaucoup attaché à eux grâce à ce film, plus encore qu'avec le premier. Pour l'anecdote, je suis en train de me créer une liste des 50 meilleurs films selon moi, mes 50 films préférés. Les 50 films que je suis prêt, sans hésiter, à donner un 10 sur 10. Et pour la majorité de Dune 2, je me suis dit, oh my god, j'en ai 49, mais peut-être que Dune 2 va être ce 50e film à mettre sur cette liste. Le 50e film de ma vie que je suis prêt à donner un 10. Malheureusement, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dune deuxième partie était une expérience sensationnelle. J'ai adoré du début à la fin. Vous pouvez comprendre c'est quoi le problème que j'ai. Le problème que j'ai avec Dune 2 est exactement le même problème que j'ai eu avec Dune 1. J'ai l'impression que le film n'a pas de fin. J'ai l'impression que l'histoire s'arrête quand quelque chose est en train de décoller, mais juste pour que Denis Villeneuve nous dise quelque chose genre bon on se revoit en 2027 pour Dune troisième partie. Puis j'étais genre come on! Je croyais que l'histoire allait finir avec le deuxième film. Mais là, on a là une expérience absolument sensationnelle qui, ma foi, est incompréhensible si vous n'avez pas vu ou pas compris le premier film, certes, mais qui m'a quand même laissé sur ma faim. Et ça a pris un bout de temps avant que je le réalise. Parce que honnêtement, quand le film a terminé, j'en reviens pas de ce qui s'est produit. La salle où j'étais s'est mise à applaudir. On applaudissait le film. Ça arrive jamais dans mon cinéma local. Je pense que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais no joke, c'était vraiment plaisant. Puis ensuite, je me suis dit, t'as peu, ça finit de même. Donc, Dune 2 était une expérience sensationnelle au cinéma, mais qui, oui, m'a laissé sur ma faim. La musique est extraordinaire. Les effets spéciaux aussi. Le jeu d'acteur est ça coche. Et la manière que Denis Villeneuve a réalisé cette histoire me captive de plus en plus. Malheureusement, probablement qu'on devra attendre à 2027 ou 2028 pour Dune troisième partie. Mais croyez-moi, je serai là avec Cinemaximus pour en témoigner. Si la série continue de s'améliorer de film en film, je crois qu'on pourrait avoir ici, potentiellement, l'une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années. Ça pourrait rivaliser Star Wars si ça continue même. Ironique vu que Star Wars au départ était beaucoup influencé par les romans Dune. Je donne donc à Dune, deuxième partie, un 9 sur 10. Le meilleur film que j'ai vu jusqu'à maintenant cette année, et de loin. Je vous remercie d'avoir été là pour cette nouvelle vidéo sur Cinemaximus, et d'ici à la prochaine, bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!